Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc un peu plus technique et qui va pas forcément beaucoup faire de vues, mais c'est pas très important. J'avais envie avec ce qui s'est passé là du sous-marin là, du Titanic qui a coulé quoi, qui a implosé, de parler un peu de pression et de comment fonctionne un peu l'étanchéité dans une montre et donc a fortiori dans une plongeuse, dans des montres qui sont faites pour l'étanchéité. Alors le but de la vidéo c'est un peu de vulgariser un peu tout ce qui est notion de pression, mais de rentrer un peu plus dans les détails que Franck Sensé quoi, et de en fait de potentiellement aiguiser le goût pour les gens qui auraient l'intention de s'y intéresser et l'envie de s'intéresser à ces processus physiques et un peu plus creuser ces choses-là. On va pas rentrer dans les équations, on va pas te mettre non plus tout en équation, mais on va essayer un peu d'expliquer comment ça fonctionne quoi. Bon, j'ai encore fait une installation un peu ghetto. J'ai un peu la flemme de faire un PowerPoint et je pense que de toute manière c'est pas forcément très pertinent, enfin très judicieux. Première chose, on va définir ce que c'est que la pression. Alors la pression en physique ça se note P et c'est égal à une force sur une surface. Il y a toujours cette notion de surface en fait qui est très importante à avoir en tête, et aussi la notion de force en fait, parce que ça vient quand même d'une force générée. Donc sur Terre, on va faire un petit dessin de la Terre. Donc ici on a la mer, tac. Ici on a une montagne, hop, avec la petite neige. Et donc ici on a un mec normal qui est à P0, donc à pression atmosphérique. Donc la surface c'est, on va prendre arbitrairement toute la surface de sa tête quoi, du haut de son crâne. On pourrait prendre un centimètre carré, peu importe. Et ensuite il faut définir ce que c'est que la force. Et la force ici c'est en fait le poids de la colonne d'air qu'il y a au-dessus de lui. Donc à P0 on estime que il y a à peu près, au niveau de la mer, il y a à peu près 10 km d'air au-dessus de ce petit bonhomme. Et donc là, l'air a une densité de, c'est Lavoisier qui a montré ça, 1,3 g par litre. Donc ça a une densité de 1,3 g par litre, ce qui fait que ça a une masse d'environ. Et donc si on prend tout le poids de cet air, le poids c'est une force. Le poids, c'est la masse fois pour avoir la masse à partir de ρ, il faut faire M est égal à ρ fois V. V, c'est le volume. Donc, si on prend 1 litre, on a 1,3 g d'air. Ici, on a 10 km d'air sur une surface prédéfinie, donc on s'en fout un peu, mais c'est la surface qu'on retiendra ici. Et donc, on a le poids qui vaut la masse fois G, qui est la constante de gravitation. G, ça vaut à peu près 9,81. Et on se retrouve avec donc le poids de cette colonne d'air à une pression atmosphérique qui vaut 1 bar. Alors, 1 bar, c'est la pression qu'on utilise comme unité usuelle. En réalité, on exprime la pression en pascal et ça vaut 10 puissance 5 pascal. Donc ça, c'est quand tout se passe bien, on est au niveau du sol, il n'y a pas de problème, pump it up, tout le monde est très content. Ensuite, notre copain là, il décide de monter en haut de l'Everest. Il décide de monter en haut de l'Everest, il met une petite Explorer et il monte en haut de l'Everest. Il y a un différentiel entre ici et ici. Et en fait, l'altitude là qu'il y a ici, c'est tout ce qu'il n'y a pas d'air. Donc il y a un peu moins de poids, un peu moins d'air, donc forcément un peu moins de poids d'air qui s'applique sur la tête de ce petit bonhomme. C'est pour ça qu'en altitude, on a une dépréciation. On a moins de pression en altitude, et les avions, il faut qu'ils soient pressurisés parce qu'en altitude, on n'a plus un bar, mais 0, 2, 3, 4 bars, et donc il faut aussi lutter contre ce phénomène. C'est pour ça d'ailleurs que les avions sont renforcés au niveau du fuselage pour pas éviter, à l'inverse de ce qui s'est passé avec le sous-marin ou ce qui peut se passer dans une montre, non pas une implosion mais une explosion, c'est-à-dire un processus qui va vers l'extérieur avec, comme on a plus de force à l'intérieur car plus de pression, ça va exploser. On va revenir après là-dessus sur cette notion d'implosion-explosion. À l'inverse, notre copain, lui, il est pas trop Rolex Explorer, mais il préfère porter une Submariner et il décide d'aller en haut de la mer. Enfin, pas en haut, dans la mer, quoi, dans la mer. Donc le copain, il va dans la mer, il met son petit tuba, son petit masque, etc. Et ce qui se passe, c'est que il a non seulement donc tout le poids de la colonne d'air ici,
ça c'est de l'air, mais en plus il va avoir une colonne d'eau au-dessus de lui. Et l'eau, la masse volumique, c'est plus 1,3 g par litre d'air, donc ça c'est ρR, mais le ρ, la masse volumique, c'est 1000 grammes par litre. 1 kg quoi, 1 kg d'eau, quand vous achetez une bouteille de cristalline, ça fait 1,5 kg. Et donc c'est 1000 fois plus dense. Donc si c'est 1000 fois plus dense, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un bar tous les 10 000 mètres, on aura un bar tous les 10 mètres. Et donc c'est ça qu'on vous dit quand vous dit votre montre est étanche à 30 bars, elle est étanche à, si on veut être totalement rigoureux, 290 mètres d'eau plus P0, la pression atmosphérique. Donc votre montre et votre bonhomme, il va être, s'il est à 10 mètres, ici on considère que c'est 10 mètres, évidemment dessin pas à l'échelle, hein, vous avez le poids de l'air plus le poids de l'eau qui nous donne le poids total. Et donc notre pression, ça va être le poids total sur la surface, donc forcément elle va augmenter, et c'est cette augmentation elle est du poids de l'eau, et ainsi de suite. Plus on descend, plus la pression augmente. Donc voilà, donc ça c'est le principe fondamental de pression qu'on apprend en troisième, enfin j'espère encore qu'on apprend ça en troisième, en seconde et a fortiori après plus développé en prépa. Ok, donc voilà, maintenant on va s'intéresser d'un point de vue micro, qu'est-ce que c'est que la pression et pourquoi la pression c'est mauvais. Enfin, mauvais. C'est pas mauvais en soi, rien n'est mauvais en soi, mais ça peut être désagréable pour des systèmes physiques. Donc, on imagine qu'on a une paroi, ici, là, tac. Hop, 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 c'est une paroi. Donc, cette paroi, elle est ici, on est à P0. On va dire que c'est la paroi de notre montre, mettons, c'est la tranche de la montre. Et ici, on est à 300 mètres. Le mec fait de la plongée en saturation. Il répare des stations pétrolières. Et là, on est à P est égal à 30 bars, donc 290 mètres. Ce qui va se passer, c'est que ici, on a un certain nombre de particules d'air qui viennent taper contre la paroi. Voilà, elles viennent toutes taper, tac, tac, elles viennent toutes taper. Donc elles viennent avoir une force dans ce sens-là contre la paroi. Ici, à 30 bars, on a beaucoup plus de molécules d'air qui viennent taper. Elles sont énormément plus. Tac, tac, tac. Et donc, elles ont une force beaucoup plus importante, quoi, en termes d'absolu. Donc, elles vont taper beaucoup plus fort. Donc, on verra ça ensuite dans comment on utilise, enfin, il y a deux grands systèmes, en fait, pour lutter contre la pression. Et pour lutter contre la déformation des objets qu'on veut immerger. C'est surtout ça le sujet, plus que la pression en tant que telle. Il y a deux grandes méthodes. Soit on décide d'augmenter la pression ici et de la passer à P égale 30 bars. Donc ça reviendrait à, entre gros guillemets, gonfler votre montre au fur et à mesure pour que la pression à l'intérieur augmente. J'ai bougé le truc. Mais c'est quand même pas très pratique parce que dans le cas de nos petits copains qui sont descendus avec le sous-marin, étant donné qu'ils voulaient descendre à 4000 mètres, en fait il aurait fallu augmenter la pression à 400 bars dans le sous-marin. Et le corps humain, il est quand même capable de s'adapter à des pressions qui sont assez importantes. Le record de plongée, je crois que c'est 550 mètres. Avec un plongeur autonome, quoi, pas un scaphandrier. Mais bon, 400 bars, ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc on peut pas ne pas faire ça. On peut pas faire ça. Le sujet aussi qu'on peut avoir, c'est en fait renforcer la paroi et avoir une paroi et c'est le système qui est largement utilisé dans toutes les montres, c'est d'avoir une paroi qui est renforcée. Alors, on va essayer de faire un petit schéma de montre un peu à la One Again. On considère qu'on a une montre, une plongeuse. On va faire une coupe comme ça, avec ici le mouvement, tac. Là, les aiguilles avec les différents culots, tac, tac, voilà, les aiguilles. Ici, on a la boîte avec, voilà, plus ou moins, ici un protège-couronne, par exemple, tac. Et ensuite, ici, c'est pas totalement juste comme dessin, mais c'est pas grave. Ici, on va avoir le fond de boîte, tac, qui vient comme ça, et il est renforcé comme ça. Et ici, on met un verre. Bon, alors, faut la deviner, la montre. Mais on a un verre comme ça qui est bombé. Et on dira que les parois sont un peu plus comme ça. Tac. Avec ici votre couronne, etc. Donc, c'est une montre vue, de comme ça. Avec la couronne, la couronne ici. L'axe comme ça de symétrie
Ici, la première paroi, le mouvement en traverse, les aiguilles, le verre et le fond de boîte. J'ai fait un dessin un peu plus grand pour que vous voyez bien. C'est un peu le dessin vraiment c'est fait à la One Again, mais c'est pour schématiser. Donc ici on a le mouvement. Le mouvement il est relié quand même à l'extérieur par là où il y a le plus de fuite. En général c'est la tige de couronne. Alors vous avez la tige de couronne et là la couronne et là potentiellement des infiltrations d'eau. Tout autour il y a de l'eau. Là il y a le verre et puis là il y a le fond de boîte. Donc, ce qu'on disait, c'est que ces parties-là, qui sont en fait la boîte, la carrure, elles sont quand même dimensionnées, donc elles sont en acier, elles sont pleines, et il y a quand même très peu de chances que l'eau s'infiltre par là. Là où l'eau peut s'infiltrer, c'est par le fond de boîte, par le verre, et aussi, a fortiori encore plus, par la couronne. Parce que la couronne, c'est une partie qui est mobile, qui n'est pas scellée, et donc c'est pour ça qu'on la visse aussi, pour faire une... Bon, après, il y a du vissage-revissage, donc c'est une partie qui est quand même malgré tout démontable, entre guillemets, mais qui quand même, est assez sensible. Et donc, toutes ces parties-là, elles sont assemblées. Avec, voilà, la couronne qui est encore plus assemblée, puisque, en fait, désassemblée régulièrement. Alors, deux solutions. Il y a deux solutions pour avoir une rupture d'étanchéité. Premièrement, les pièces sont mal assemblées et en fait, il y a quand même une particularité en ingénierie, c'est que jamais n'est rien usiné parfaitement. Il y a toujours du jeu, il y a toujours un décalage. Ça, c'est en général comblé par des joints qui en fait, du fait de leur forme assez, de leur matière, c'est vu que c'est une matière qui est assez facile à déformer, elles vont venir combler les interstices et ça va venir bloquer les potentielles arrivées d'eau parce que même s'il y avait un petit écart ici, hop, ce serait bloqué par le joint. Donc ça, vous avez ça. Et sur le fond de boîte, c'est pareil, vous avez un joint au fond et en plus un filetage qui fait que le filetage, même si c'est jamais vraiment du 1-1 et ça rentre pas parfaitement dedans, ça limite quand même vachement l'intrusion d'eau. Ensuite, ce qui peut se passer, et bon, alors la couronne, c'est pareil, vous avez, du coup, c'est à peu près le même système, vous avez beaucoup plus de joints. En général, vous en avez 3, vous en avez un ici, un ici de mémoire, et puis un ici, je crois, enfin, je sais plus exactement, mais un dans le tube, un en bout de tube, et un ici, à l'intérieur de la couronne. Ça dépend des plongées, encore une fois, il y a le système Rolex triple lock avec plusieurs joints, etc. Mais c'est quand même relativement de notoriété commune qu'on met quand même à minimum 3 joints dans une couronne de plongeuse. Donc voilà, ensuite après ce qui peut se passer en fait, c'est que même si vous avez vos petits joints et tout, les pièces peuvent se déformer. Et ça, bon, ça c'est autre chose, ça vient de la mécanique des milieux continus, mais avec un effort suffisamment important, ce verre là par exemple, c'est souvent le verre parce que le fond de boîte c'est pareil, le fond de boîte il est plus épais mais il est quand même en acier. Et quand vous aviez des verres typiquement en plexiglas, le plexiglas ça ne casse pas mais ça se déforme assez facilement. Donc imaginons qu'on ait un effort qui vienne ici, le verre va venir se déformer, il va venir ployer et potentiellement ici on peut avoir une intrusion d'eau. Parce que comme la pièce se déforme, le joint ne couvre plus toute la surface. Et donc là, à ce moment-là, on a de l'eau qui rentre. Donc, le sujet pour ça, c'est soit on met des verres qui ont des structures, enfin en fait, avec des matériaux quasi indéformables. C'est le cas du saphir. Le saphir, c'est quasiment indéformable. Soit on le casse, soit... en fait, disons que le domaine élastique est très faible, quoi. Et après, pour le plexi, nous on ne veut pas qu'il se déforme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir augmenter le moment quadratique, la résistance pure du verre en augmentant de l'épaisseur. Et ce qui se passe, c'est que sur les Rolex vintage, les 55-13, vous avez des verres qui sont hyper épais par rapport à la montre, qui sort quasiment de la montre. En fait, on a été chercher de l'épaisseur un maximum pour éviter que le verre se déforme. Parce que en plus de ça, en plus de l'intrusion d'eau possible qui peut arriver par la déformation du verre, vous pouvez aussi avoir un verre qui se déforme tellement qu'il vient toucher les aiguilles et la montre s'arrête. Et c'est ce qui était arrivé, je crois, sur une Omega ou une Rolex en test. La montre avait tenu, avait résisté l'étanchéité, les joints avaient tenu ici, partout, sauf qu'en fait le verre était tellement déformé qu'il est venu appuyer sur la trotteuse et il a complètement bloqué le mécanisme.
Donc voilà, donc ça c'est un sujet où vous avez une pression qui est égale à 300 bars en hauteur, et là on est quand même à 1 bar. On ne vient pas augmenter la pression à l'intérieur de la montre. Donc ça, ce système avec de l'air donc dans la montre, et a fortiori, bon, pour refaire un parallèle avec le sous-marin, dans le sous-marin, c'est un peu le système qu'on utilise le plus fréquemment, quoi. Ne serait-ce parce que si vous voulez avoir un sous-marin habité, il faut que il faut que les gens puissent respirer dedans, quoi. Et jusqu'à preuve du contraire, personne ne respire de l'eau. Enfin, personne d'humain. Un autre système que j'avais présenté avec l'horloscape, c'est le principe d'isostatisme. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va rajouter, au lieu de mettre de l'air, l'air vous pouvez le comprimer, on va rajouter un fluide, donc de la glycérine dans ce cas-là, pas de l'eau, parce que c'est justement ce qu'on veut éviter, d'avoir de l'eau dans la montre, donc on ne rajoute pas d'eau, on rajoute de la glycérine. Et la glycérine, c'est un fluide qui est incompressible. Un liquide, comme de l'eau par exemple, vous pouvez la mettre dans une bouteille d'eau. Si jamais vous vous amusez à appuyer comme un bœuf dessus avec un piston, vous allez avoir une augmentation de la température, mais ça va quand même être très difficile de pousser, voire même quasiment impossible en fait, de faire changer le volume, de l'eau. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'abruti qui serait vous à essayer de faire ça avec une bouteille d'eau, là c'est la mer avec 300 bars qui va exercer énormément de force sur le verre. Le verre, en fait, toute cette logistique de déformation, il va pas pouvoir se déformer parce que il va se déformer sur de la glycérine derrière qui peut pas se déformer. Donc ce verre-là va devenir littéralement une interface entre un truc qui ne veut pas bouger et un truc qui veut vraiment essayer d'aller bouger, quoi. Et donc vous n'avez pas de déformation du verre. Si vous avez une bonne étanchéité ici, normalement, comme il n'y a pas de déformation, il n'y aura pas de rentrée d'eau. Et donc ce qui permet en fait avec ce système qui est assez simple in fine sur le papier, logiquement quoi, c'est juste mettre un truc qui ne bougera pas quoi qu'il arrive, parce que du métal ça peut se déformer, du métal, du verre ça peut se déformer. Vous venez un peu faire opposition à la pression. Alors c'est le principe des montres comme l'horloscape là. Il y a aussi Yema, je crois, qui avait fait ça peut-être. Je suis pas sûr. Yema, mais il y a quelques marques qui ont tenté de faire ça. Après le sujet c'est que pareil, quand vous la réassemblez votre montre, ça devient très difficile à réviser. Parce que dès que vous l'ouvrez, vous enlevez toute la glycérine, il faut remettre de la glycérine. Tous les horlogers ne sont pas forcément équipés pour ça. Et donc, il y a quand même des limitations techniques à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui prédomine, c'est ce qu'on a sur une Submariner, sur une Omega Seamaster, sur une Doxa, sur plein de montres. Vous avez quand même relativement fréquemment juste de l'air avec un verre qui est très solide, qui va pas se déformer en lui-même. Et toute une architecture de montre qui, pareil, ne se déforme pas en elle-même. Voilà. Il existe des systèmes, et c'est le cas des caissons hyperbares, il existe des systèmes où le but, à l'inverse, c'est en fait d'augmenter proportionnellement à quand on descend. Donc la pression extérieure augmente. On va refaire un petit dessin. Donc on va refaire un petit dessin. Donc on a notre caisson ici. Qui est alimenté en air, voilà, depuis la surface, tac. Ici, on a la pression de la mer, ou de l'océan, enfin bref, on s'en bat les couilles. Là, on a notre petit pélo avec sa sidewaller cette fois-ci, parce qu'il a besoin d'une valve à hélium. Et donc, le caisson descend, lui, au fur et à mesure. Alors, au fur et à mesure que le caisson va descendre, on rappelle toujours, il y a de plus en plus de poids d'eau au-dessus, donc la pression augmente. Donc la pression augmente, elle va venir commencer à déformer toutes les parois. Dans un caisson hyperbare, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que l'air qu'on va venir injecter ici, il va être aussi lui sous pression. Et donc au fur et à mesure qu'on descend, par exemple on est à 10 mètres, on va venir injecter de l'air à 20 bars, donc P0 plus 10 mètres de pression d'eau, donc 2 bars. Pas 20 bars, n'importe quoi, 2 bars. Et ainsi de suite, on descend. 30 mètres, 3 bars. 40 mètres, 4 bars. Le corps, on l'a dit tout à l'heure, même si je suis pas biologiste, le corps, il est capable de s'adapter à des variations de pression
pour peu que ces variations soient lentes. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est le principe des paliers de décompression, vous pouvez pas remonter d'un coup 60 mètres, sinon vos oreilles vont exploser, vous allez faire des syncopes et tout. Enfin, c'est pas forcément très recommandé si vous voulez rester en vie et en bonne santé. Donc, mais par contre, votre corps, il peut s'adapter, en fait. C'est ce qui se passe quand on descend dans l'eau. Bah, en fait, au début, à 3 mètres, on a mal aux oreilles, et puis ensuite, on s'adapte, et voilà, parce que votre sang, lui, il a des propriétés particulières, c'est pas un fluide newtonien, et il s'adapte. Votre organisme s'adapte. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça qu'on a pu réaliser des plongées en très très grande profondeur, avec des gens qui descendent parfois jusqu'à 300 mètres de fond. On pourra jamais le faire d'une traite. On est obligé d'adapter son corps. Et là, d'un point de vue purement physique, comme vous avez donc un équilibre, vu que la pression ici c'est P est égale à P mer, vous avez pas besoin d'un truc qui est forcément hyper solide. Bon, c'est un peu plus recherché que ça quand même, parce que c'est quand il y a des coefficients de sécurité, c'est quand même la vie des gens, donc on fait attention. Mais c'est ce que vous avez dans les films de Cousteau par exemple. Un truc qui m'a toujours fasciné quand j'étais petit et que j'avais pas compris, c'est que donc on voit les plongeurs descendre dans leur caisson hyperbare, et en fait donc ils sont dans l'eau. Là il y a l'eau, et en fait on a un puits ici avec de l'eau comme ça qui ne rentre pas, parce que bon, instinctivement avec la poussée d'Archimède, vous dites je rentre un verre dans l'eau, l'eau il va se remplir. Et en fait non, parce que comme la pression ici est légèrement supérieure à la pression de l'eau à l'extérieur, cette air en fait repousse l'eau, et donc les plongeurs ils ont juste à descendre et à couler pour aller faire leur mission, quoi. Enfin couler, à nager pour aller faire leur mission. Donc voilà, donc ça c'est un peu les grands principes de pression, d'étanchéité, etc. Évidemment on n'a pas mis d'équation, on est resté assez superficiel. Le but c'est pas non plus de faire une vidéo de 3 heures sur la valve à hélium et sur ce type de choses là. Si jamais vous êtes intéressé par, bon après la valve à hélium pour moi ça présente pas trop d'intérêt technique, c'est un peu plus une réponse à une problématique précise, quoi. C'est comme les ailes d'avion super critiques, quoi. Genre c'est pas forcément un truc qui est en soi un phénomène. Et donc voilà, donc j'ai essayé de faire le tour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions. J'espère que j'ai été clair. C'est pas forcément très facile d'être clair avec ce genre de choses. Il y a des gens qui sont complètement allergiques à la physique et je le comprends, hein. Et donc c'est pas forcément une vidéo qui va être destinée à tous. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à peut-être ajouter des choses, parce que c'est pas forcément super exhaustif. Et puis voilà, quoi. Portez-vous bien. On reparlera de montres un peu plus en tant qu'objet la prochaine fois, quoi. Voilà, bonne journée. Salut.